Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers amis. Bonjour, fidèles abonnés de notre chaîne YouTube, Élisée Yonta. Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour suivre cette présentation. Donnez-nous un coup de main pour partager afin que le plus grand nombre puisse profiter de la présentation. Certes, c'est un sujet délicat que beaucoup de gens n'aiment pas aborder au Cameroun parce qu'il y a la peur d'être, pas la peur de s'exprimer, parce que quand même vous pouvez le dire au Cameroun, mais il y a la peur d'être mal compris, il y a la peur d'être incompris, et il y a la peur d'être trollé, par exemple, pour qu'on vous fasse dire ce que vous n'avez pas dit. Mais dans le monde où nous vivons, si vous avez peur ou si votre vie est ruinée par la peur, alors vous n'allez jamais agir. Vous n'allez jamais agir, parce que dans toute activité, il y a des risques. Mais il faut savoir structurer ses idées, les exposer et les défendre devant une audience. C'est le propre de l'Amérique. Hein, je dis que dans cette Amérique-là, je ne sais pas combien d'interviews vous passez par jour. C'est que vous créez une entreprise, il vous faut des business grands, il vous faut faire des interviews, au travail, etc. Pour mille et une choses, il faut des interviews. Donc, à force de le faire, ça devient pratiquement une banalité. Donc, ça fait que on est enclin à pouvoir s'exprimer. Voilà. Donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Ça ferait que je ne perde pas trop de temps dans le partage pour que le plus grand nombre soit informé de la publication. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la construction d'une alliance politique entre les Grassfields et le Nord Cameroun et le Septentrion. Et après cela, nous allons parler de la construction d'une alliance économique entre les Grassfields et le Nord du Cameroun. Voilà. Donc, on ne peut pas nous empêcher d'ouvrir la réflexion. Je comprends les inquiétudes de certaines personnes, mais il y a au moins une chose dont on ne peut pas nous créditer, on ne peut pas nous taxer d'être des gens ou des personnes tribalistes ou qui promeuvent le tribalisme. Voilà. La raison pour laquelle il y a des incompris dans notre univers, c'est surtout parce que d'abord, il y a des entrepreneurs, des gens qui font la promotion du tribalisme. Nous n'avons rien en commun. Et deuxièmement, parce que la communauté dans notre pays, c'est quelque chose qui a été combattu par l'administration coloniale à fond et qui a tout fait pour tordre la communauté, le cou à la communauté, parce qu'elle comprenait qu'on a besoin de s'appuyer sur sa communauté pour se développer. La communauté juive dans le monde est une communauté respectée. Vous ne pouvez pas dire quelque chose en masse sur la communauté juive, vous serez taxé d'antisémite. Mais quand, par exemple, au Cameroun, vous voulez dire que vous appartenez à la communauté Bamileke, au Grassfield, tout de suite, ça devient un problème. Donc, c'est parce que le mindset de nos parents, qui est une génération issue juste après la colonisation, a été brainwash ou lavé par l'administration coloniale française avec les Mesmer, les Delaunay, etc., etc. Et ça s'est poursuivi avec d'autres, avec les petits bébés qu'ils ont fabriqués avant de quitter notre pays, les Paul Biya et consorts, que les gens ont peur d'aborder le sujet. Mais les gens savent qu'il faut aborder le sujet. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand vous regardez, je prends un seul exemple, vous regardez par exemple le Nigeria. Le Nigeria a retrouvé la stabilité et a mis fin au coup d'État militaire que se faisaient les élites Yoruba et nordistes parce qu'on a débouché sur la conclusion d'une alliance politique et économique entre le nord du Nigeria, Hausa Fulani, et l'ouest du Nigeria qui est Yoruba. Voilà, donc on peut en parler. On peut en parler. Il ne faut pas que ça fasse peur aux gens. Il ne faut pas que ça fasse peur aux gens. Et je rappelle que mon direct n'est pas un direct qui cible une ethnie, n'est pas un direct qui cible une tribu.
Donc, par conséquent, je ne laisserai pas faire les observations à caractère insultant ou tribaliste sur ma plateforme. Celui qui le fait, il sera bloqué immédiatement. J'aimerais que ce soit clair d'entrée de jeu. Voilà. C'est une réflexion. On a le droit de poser une réflexion, de poser un regard. Hein, je ne suis pas au Nanguini ici, là, qui faisait les posts à caractère tribaux, etc., appelant au meurtre des gens, ou je ne suis pas Vision 4 qui a appelé à la dératisation du Nozo, par exemple. Donc, ce n'est pas ça ici. Donc, les gens ne peuvent pas nous taxer de ce que vous voulez. Voilà. La précision en vaut la peine. La deuxième chose, c'est l'explication des concepts. D'abord, la construction d'une alliance. La construction d'une alliance, c'est que les peuples ne viennent pas sur la terre pour être des figurants. Vous ne naissez pas venir être sur la terre pour être des figurants. Hein, ouais. À moins que vous soyez des gens du changement dans la paix et dans les urnes, qui considèrent que la réflexion qui doit être menée, c'est que vous devez accepter d'être des figurants là où vous vous trouvez. Voilà, voilà. Ou bien, comme ils ont eux-mêmes dit, passer le concours pour devenir boulot. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre réflexion ici. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de pouvoir poser une réflexion sur la nécessité de construire un accord. Ça existe. Ça existe dans tous les pays du monde. Ça existe aux États-Unis, ça existe en France, ça existe partout dans le monde. La nécessité de construire un accord qui permet que, je veux dire, si je me replonge dans l'histoire politique, mais on fera ça avec Jean-Pierre Dupont parce qu'on a un grand direct à faire avec lui. On se plongera là-dedans. Vous allez voir que la construction d'un accord politique, par exemple, je ne sais pas s'il faut faire ça d'un coup, ce sera très long, et le couper en petits, ou bien s'il faut le faire en plusieurs parties, mais on verra en fonction de sa disponibilité. La construction d'une alliance, c'est les élites qui se mettent d'accord pour pouvoir, je veux dire, avoir une meilleure représentativité. On ne vote pas comme ça, on ne vote pas pour voter. On ne vote pas, on dit, voilà, le père de la... On n'est pas en Corée du Nord au Cameroun. On est dans un pays qui se veut ou qui veut atteindre la démocratie, qui se veut, où les gens se sont battus, sont morts pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait l'égalité, pour qu'il y ait la fin de la violence, de l'exploitation, des abus les uns sur les autres, etc. Donc, les peuples ont le droit, surtout dans un pays où les leaders politiques n'ont pas de programme politique. Je dis bien n'ont pas de programme politique. Ça va du RDPC jusqu'à l'opposition. Aucun n'a un programme politique. Voilà. Donc, on se doit de poser la question de savoir est-ce qu'il y a une ouverture? Comme on dit en anglais, is there a room for? Is there a room for? Est-ce qu'il y a une ouverture pour que les peuples du septentrion du Cameroun, ça veut dire de la Damawa, de l'extrême nord, de la Damawa, de l'est. Vous vous rappelez que dans l'est du Cameroun, ce sont les peuples du septentrion qui sont la majorité de la population, mais également les peuples du grand ouest du Cameroun. Ça va de la Damawa, ça va de la Damawa à ce que vous appelez aujourd'hui la région de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, je rappelle bien, donc je dis bien la Damawa, la région de la Damawa, la région de l'ouest, la région du nord-ouest, la région du sud-ouest, la région du littoral et ce que vous appelez la région du centre. Simplement, c'est le découpage colonial, et ça a été fait à dessein, qui a brouillé les cartes et qui a tendu à faire un discours selon lequel telle ethnie serait originaire de la région de l'Ouest, ce que j'appelle la région de l'Ouest. Ce n'est pas vrai. Non, il est temps aussi que nous menons une réflexion pour réécrire la géographie des populations, mais également une meilleure analyse de la sociologie et de l'anthropologie de notre pays en relation avec le découpage, ce qu'on appelle le découpage administratif. Voilà. C'est important. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Donc, une alliance, c'est un accord que les gens passent ensemble pour garantir leur représentativité, pour garantir la confection des politiques tendant à régler leurs problèmes, pour garantir que si eux, ils contribuent à 80% pour les recettes fiscales dans un pays, il faudrait qu'en retour de ces recettes fiscales qu'ils payent, qu'ils voient des écoles pour leurs enfants, des centres de formation pour leurs enfants, des hôpitaux pour leur progéniture, de l'emploi pour leur progéniture, la possibilité, la liberté économique, comme on dit, de pouvoir créer des entreprises, de pouvoir fructifier le capital, constituer l'épargne et avoir plus de liberté
voilà, de travail, d'infrastructure, de développement. On ne vient pas là, comme pensent certains, du changement, c'est-à-dire qu'on est là pour dormir et tous les 7 ans, on se lève pour applaudir des gens quand ils ont envie de faire leur deal la nuit. Ils viennent vous dire le jour que voilà, c'est du C, et vous levez, vous applaudissez aussi comme ça. Le monde est là, s'il ne marche pas comme ça. Donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît, et mettez des likes pour que ça ne plante pas. Donc, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Voilà. Donc, deuxièmement, pour ceux qui ne seraient pas camerounais et qui regardent cette présentation, les Grasslands, c'est quoi d'ailleurs? Vous avez écouté la dernière fois, je ne sais pas, j'avais écouté la dernière fois en France, quand on disait, oui, comment est-ce que la France insoumise, le Parti socialiste, etc., se mettent ensemble. J'ai écouté Jean-Fidèle Cambadélis qui a dit ça, c'est le travail du premier secrétaire. Ça veut dire le travail du premier secrétaire, c'est de nouer un deal. Voilà. La question, c'est est-il possible qu'il y ait un deal dans notre pays? Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le Cameroun a été conçu, et ça, c'est si vous lisez les mémoires de Mesmer et de Foucault et voire de Delaunay, vous allez comprendre là-dedans qu'ils expliquent très bien qu'ils avaient conçu dans l'impossibilité de rallier à leur cause Nyobé, Ernest Wandje, Félix Moumier, etc., etc. Ils avaient conçu le Cameroun sur une alliance nord-sud. Voilà, nord-sud. C'est eux-mêmes qui disent ça, une alliance nord-sud. Alors, le contenu de l'alliance nord-sud, c'était simple. Celui qui est du nord exerce le pouvoir et après il le donne à celui qui est du sud et après celui qui est du sud le donne à celui qui est du nord. Donc, quand vous regardez l'histoire du Cameroun, vous avez eu André-Marie Bida qui était du sud, en fait, comme ils l'appellent eux-mêmes, selon la terminologie de Mesmer et Foucault, qui était du sud, c'est-à-dire que était Eton, et André-Marie Bida exerçait le pouvoir, et face à certains blocages, le pouvoir a été retiré à André-Marie Bida pour le donner à Aïdjo par l'administration. Hein. Delaunay vous explique ça très bien, comment ils ont manœuvré, comment ils ont manipulé, etc. Et le pouvoir a été remis à Amadou Aïdjo. Amadou Aïdjo a exercé le pouvoir pendant 25 ans, ou je ne sais pas combien. Et après, quand ils ont estimé que Aïdjo ne faisait plus les affaires parce que sur un certain nombre d'accords, de choses, ils n'étaient pas d'accord, le pouvoir a été retiré à Aïdjo et a été remis au sud, à Paul Biya, donc une alliance nord-sud. Sauf que dans l'affaire, il y a eu la tentative de vrai ou faux coup d'État, on ne sait pas. Un jour, il faudra qu'on ouvre les archives pour établir toute la lumière sur cette affaire, parce qu'on ne peut pas se prononcer selon la version officielle. Qui a fait que le sang a coulé. Non, le sang a coulé entre les élites du Nord et les élites du Sud. Hein. Il faudra un jour qu'on a exhumé les charniers de Mbalmayo, par exemple, et qu'on ouvre les archives officielles camerounaises. Donc, beaucoup de sang a coulé. Beaucoup d'élites du Nord ont perdu la vie, ont perdu leurs biens, ont vu leurs comptes gelés. Beaucoup sont morts en prison. Bref, il y a eu beaucoup de choses pas bien qui ont été faites, qui ont en quelque sorte sonné le glas de cette alliance Nord-Sud, cette alliance politique Nord-Sud. En fait, qui était une alliance qui ne repose pas vraiment sur un vrai socle, comme nous allons parler, comme nous allons expliquer, à la lumière de ce qu'on peut voir aux États-Unis, à la lumière de ce qu'on peut voir en Chine, à la lumière de ce qu'on peut voir au Nigeria. On va laisser même les pays étrangers, on va parler du Nigeria à côté parce que ce sont nos voisins. Donc, cette alliance ne reposait pas sur vraiment un socle. Elle reposait simplement sur les desiderata de l'administration coloniale qui avait envie, voilà, de faire de l'administration coloniale qui avait envie de faire voilà, c'est que comme elle avait vu que ce qu'on peut appeler aujourd'hui le Grand Ouest, le Grassland et le littoral, etc., contestaient, étaient frondeuses, réclamaient plus de droits, et il y avait beaucoup de troupes. Ils se sont dit, bon, voilà, on va remettre le pouvoir au Grand Nord. Et puis après, quand le Grand Nord aussi a été commencé à être frondeur, on a dit, on va remettre le pouvoir au Sud. Voilà, donc c'est comme ça. Mais le contexte international a changé, qui fait que il y a l'impossibilité quasi absolue, après Paul Biya,
de reconduire cette alliance nord-sud pour plusieurs raisons. Mais je n'aurai pas tout le temps pour pouvoir développer ça ici. Mais c'est pratiquement impossible aujourd'hui de reconduire cette alliance pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette alliance a été rompue par, comme je dis encore, le coup d'État et les conséquences qui ont suivi. Ça a été très difficile. Cette alliance a été rompue par le fait que, après son décès, Amadou Ahidjo, LH Amadou Ahidjo et son épouse, Madame Germaine Abiba Ahidjo, reposent toujours au Sénégal. Ils ne sont jamais revenus au Cameroun. Leur dépouille a été jetée au Sénégal. Après le 6 avril, beaucoup de gens sont morts dans les conditions qu'on connaît, l'élimination des guéradines, etc. Au-delà de l'hypocrisie qui veut que, bon, vous avez les gens comme les Tirouma, qu'on a appelé à la soupe qui bavard, les gens comme les Bello Bouba, qui n'a pas vraiment une étoffe, qu'on a appelé à la soupe. Au-delà de cette hypocrisie-là, je pense que les gens, y a pas le contentieux n'a pas encore été résolu. Les gens se regardent en chaîne de faïence et donc l'après Biya, qui ne sera pas son fils, il sera assez ouvert et dans un contexte où ce sera assez ouvert, comme le veut la communauté internationale. Nous sommes allés plusieurs fois ici à Washington, on a entendu clairement ce qui va se passer. Dans un contexte assez ouvert, on peut se poser la question si le futur ou de la stabilité du Cameroun ne repose pas sur la construction d'une alliance politique qui regroupe deux grands peuples qui, à eux deux, font 90% de la population du Cameroun. Voilà, c'est important de le dire. Parce que quand vous regardez le Nigeria, les Haoussa Fulani, c'est 50% de la population. Disons 45%, Haoussa Fulani 45%. Les Yoruba 25%. Donc si vous ajoutez 45 plus 25, ça fait déjà 70%. Les Ibo 20%, donc ça fait déjà 90%. Et le reste, c'est d'autres petits peuples. Bon. Donc les Haoussa Fulani et les Ibo, 45 plus 25, ça fait 70%, sont quand même nettement majoritaires dans le pays. Donc quand vous regardez, il y a donc une construction d'une alliance politique entre les Haoussa Fulani, parce que quand vous regardez les gens qui faisaient les coups d'État, c'était toujours les militaires, soit du Nord, Haoussa Fulani, la vidéo. Donnez-nous un coup de main pour partager la vidéo, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que les gens signalent la vidéo? Ça vous gratte tout là. Donc, les Haoussa Fulani, par exemple, au Nigeria, les Haoussa Fulani, nigérians, par exemple, les Haoussa Fulani au Nigeria, ça représente 45% de la population. Les Yoruba, ça représente 25%. Donc, quand vous regardez, les coups d'État de militaires de l'Ouest, par exemple, Olusegun Obasanjo, par exemple, hein, ou bien les Yakubu Gowon, par exemple. Donc, il y a cela au Nigeria. Et donc, pour éviter l'instabilité chronique, pour sortir de l'instabilité qui faisait qu'il y avait régulièrement des coups, après le décès de Sani Abacha, avec toutes les conséquences qu'il y a eu, l'élite du Nord et l'élite si vous voulez comprendre ça, il faut lire Steve Young, qui est un activiste africain. S'il vous plaît. Donc, il faut lire Steve Young, qui est un activiste noir américain. Et Steve Young, cet activiste noir américain qui a été un congressman aux États-Unis, qui était celui qui avait mené une formidable campagne de lobbying pour que Obasanjo puisse sortir de prison.
Donc, Steve Young a écrit un excellent ouvrage où il raconte les coulisses du deal entre les Hausa du Nord et les Yoruba de l'Ouest, qui font 70% de la population du Nigeria, et les entre le Nord, Hausa Fulani, et le Grand Ouest Yoruba. Et cette alliance-là a garanti la stabilité politique, d'abord du Nigeria, et économique aussi du Nigeria. C'est là qu'a commencé la prospérité. Donc, vous voyez émerger des grands hommes d'affaires comme Aliko Dangote qui est du Nord. Vous voyez aussi émerger des grandes figures économiques comme Elumelu qui est du Yoruba, par exemple. Mais vous voyez aussi des Igbo, etc., etc. Donc, les Igbo aussi travaillent maintenant à constituer une alliance de trois. Ça veut dire que Yoruba, Igbo, Hausa, Fulani. C'est pour ça que vous voyez arriver des figures comme Michael Obi. Donc, il faut regarder la politique au Nigeria parce que le schéma au Nigeria est différent. Le Nigeria est issu de l'indirect rule anglo-saxon. Donc, ils arrivent à faire les choses différemment. Nous sommes issus d'un autre système et ce système-là a mis une sorte de chape de plomb sur nous pour nous empêcher de parler de nos affaires. C'est normal parce que du coup, c'est lui qui est au centre du jeu et c'est lui qui régule le jeu. Malheureusement, au détriment de nos peuples. Voilà, donc, on doit en parler. Donc, une alliance politique. D'abord, le septentrion ici, il faut bien comprendre, ça ne peut pas être une affaire tribale et ça ne peut pas non plus être une affaire ethnique parce que le septentrion, ce n'est pas une ethnie, le septentrion. Le septentrion, ce n'est pas une ethnie. C'est une mosaïque de peuples. Au septentrion, vous avez les Kildi, vous avez les Tupuri, vous avez les Mundang, vous avez les Peuls, etc., etc., etc. Deuxièmement, le septentrion part de l'extrême nord du Cameroun, donc Poussiri, pratiquement la frontière avec le Tchad, hein, où vous avez les Arabes Chois, vous avez vous avez plein d'ennemis. Donc le septentrion part du nord du Cameroun, l'extrême nord, comme on appelle la région de l'extrême nord, il se poursuit sur la région du nord, il va dans la région de la Damawa et il se va jusque dans la région de l'est. Parce que quand vous regardez bien la carte, par exemple, quand vous prenez Ngaoundal, quand on dit Ngaoundal, les gens peuvent penser que dans la Damawa, mais si je ne me trompe, Ngaoundal, c'est encore dans la région de l'est. Et Ngaoundal est habité par des peuples musulmans, etc., etc., etc. Donc le septentrion s'étend sur 4 régions, hein, en quelque sorte. On veut dire l'extrême nord, le nord, la Damawa et la région de l'est. Il faut bien se comprendre, il faut bien comprendre ça. Et les populations du septentrion dans la région de l'ouest de l'est sont les plus nombreuses. Voilà, donc il y a le septentrion. Donc, une fois que j'ai dit le septentrion, vous comprenez que ça ne peut pas être une affaire tribale. Ça ne peut pas être une affaire ethnique. Je dis ça pour répondre à quelqu'un sur mon mur qui a dit que quand tu vas mener une réflexion comme ça, comment les autres tribus vont faire alors? Mais le septentrion n'est pas une tribu. Si le septentrion est une tribu, qui me disent de quelle tribu est le septentrion? Le septentrion, c'est une mosaïque de peuples, je le répète encore. Vous avez plein d'ethnies au septentrion. Vous en avez plus, j'ai compté plus d'une vingtaine d'ethnies dans le septentrion. De tribus même dans le septentrion, autant pour moi. Et vous avez plusieurs ethnies, vous avez des gens qui parlent différentes langues, différentes cultures, différentes religions. Parce que souvent, quand on a entendu parler du septentrion, les gens parlent du septentrion comme si le septentrion, c'était le nord musulman. J'entends souvent ça, le nord musulman. Mais les Toupouri, les Kirdi, les gens de l'extrême nord ne sont pas musulmans. Beaucoup sont chrétiens. Beaucoup sont chrétiens. Beaucoup sont animistes. Ce que vous appelez, ce que les gens ont appelé animisme. Mais ils ont leur religion ancestrale qu'ils ont conservée. Ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans, tous forcément. Et ceci, quelles que soient les régions, hein, c'est que dans l'extrême nord, vous avez des gens sédentarisés qui sont aussi bien chrétiens, leur religion ancestrale, que musulmans. Idem dans la Damawa. Vous avez des peuples qui ne sont pas musulmans. Idem dans la région du nord. Vous avez des peuples qui ne sont pas musulmans et d'autres qui sont chrétiens, etc. Idem dans la région de la Damawa. Donc, les gens, il y a une mosaïque de peuples. Je ne parle même pas de l'Est. Donc, on ne peut pas dire que le grand nord musulman, d'abord, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une seule religion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ni une tribu. Ce n'est pas une ethnie. C'est une mosaïque de peuples et de cultures. Simplement que ce n'est même pas un climat unique. On dit souvent, oh, le grand nord, il fait chaud et aride. Ce n'est pas vrai. Ceux qui ont écrit des conneries comme ça n'ont même jamais été sur le terrain pour voir ce qui se passe.
Simplement, ce qui se passe, c'est que il y a eu une fausse histoire qui a été écrite, une fausse géographie qui a été écrite. Mais ce que